Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. On commence par notre focus. Elle a fondé à Saint-Denis un lieu d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences. Son parcours est remarquable et ses actions le sont tout autant. Elle s'appelle Rada Atemganzer et elle est notre rôle modèle du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. C'est Milly Adey qui est avec nous en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler de la pédagogie active, un outil contre le décrochage scolaire. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre chiffre du jour. Les Français consomment 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans pour finalement les garder 2 fois moins longtemps selon l'ADEME. Quel impact alors cela a sur les habitudes de consommation et notamment celles des jeunes? Partagent-ils les mêmes habitudes? Et bien justement, on pose la question à notre invité tout de suite. Il s'appelle Paul Charon. Bonjour Paul. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le fondateur d'Hommage. Vous allez nous présenter ce que vous faites dans un instant, juste après le focus. Elle mène depuis des années déjà son combat pour mieux soigner les femmes victimes de violences. Gynécologue obstétricienne franco-libanaise sur tous les fronts, elle décide en 2018 de fonder la Maison des Femmes. Elle s'appelle Rada Atemganzer et Jean Martineau nous dresse son portrait aujourd'hui. Bonjour, j'ai un parcours assez traditionnel d'interne des hôpitaux et puis de chef de clinique. J'ai fait médecine à Paris et je me suis orientée rapidement vers la gynécologie obstétrique que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans. Née au Liban, elle est contrainte de le quitter sous une guerre civile. Depuis ce jour, Rada Atemganzer est intolérante à toute forme de violence. Après ses études, la franco-libanaise enchaîne les expériences professionnelles dans les hôpitaux parisiens. En 2011, elle rejoint la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Là, elle rencontre une population bien plus diversifiée et une grande précarité. C'est là que le déclic se fait. Elle se doit de venir en aide à ces femmes qui souffrent. Elle commence donc par un centre de prise en charge et au fur et à mesure, son projet évolue. Mon premier déclic, ça a été la prise en charge des avortements et de la santé sexuelle. Les endroits où on a les centres de planification familiale dans les hôpitaux n'étaient jamais des endroits sympas. Et donc je me suis dit déjà, je pourrais commencer par créer un lieu où on se sentirait vraiment accueilli et pas juste, on va le faire parce que c'est la loi, mais quand même, madame, ça serait mieux si on n'avait pas à le faire. En 2016, la Maison des Femmes est inaugurée et prend en charge plusieurs milliers de femmes par an. L'impact de la Maison des Femmes sur leur vie a été extrêmement important. Il leur a permis de montrer qu'elles pouvaient s'en sortir grâce à l'aide de professionnels bienveillants, qu'elles pouvaient dépasser leurs limites, qu'elles pouvaient se prendre en charge, qu'elles pouvaient être fières d'elles-mêmes, voire recommencer une nouvelle vie après cela. Prise en charge des femmes ayant besoin d'aide sur le planning familial, des femmes ayant subi des violences ou encore une unité de prise en charge des femmes ayant été mutilées sexuellement, Rada apporte ce soutien tant précieux aux femmes en les plaçant au milieu de son projet et en amenant tous les besoins nécessaires autour d'elle afin que la femme se sente rassurée, aidée et accompagnée. Aujourd'hui, Rada est fière de ce qu'elle a construit et ne cherche plus qu'une chose, voir encore plus grand. Une génération engagée, concernée aussi par les problématiques environnementales. Voilà comment est souvent définie la nouvelle génération. Mais cela se traduit-il vraiment dans leurs habitudes de consommation? On pose la question tout de suite à notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, donc Paul Charon. Paul, vous êtes le fondateur d'Hommage. Hommage que vous avez créé en 2021. Le principe est assez simple. Faire de la seconde main la première manière de consommer la mode, en simplifiant notamment les mécanismes de vente et d'achat au maximum. Vous voulez bien nous raconter l'origine d'Hommage ? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, Hommage, c'est le site de seconde main certifié impeccable. Et ça c'est une spécificité assez forte qui nous différencie. Certifié impeccable, ça veut dire que tout est nickel quand on achète. Ça veut dire que tout est nickel. Ça veut dire que c'est expertisé en fait par notre équipe. Et c'est là la grande différence par rapport au site, aux applications de seconde main de vente entre particuliers, où au final, on connecte deux personnes, une qui a envie d'acheter, l'autre qui a envie de vendre. Mais après, il peut se passer plein de choses avec des déceptions et aussi avec beaucoup de travail à fournir du côté du vendeur. Et nous, en fait, l'idée, elle est venue en 2021, donc de nous, avec mon associé Marine, l'envie de créer une boîte qui répond à un des défis écologiques et environnementaux auxquels on fait face. Et en interviewant un certain nombre plusieurs centaines de consommateurs et consommatrices, on s'est rendu compte que
que la vente entre particuliers présentait pour beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux un certain nombre de contraintes. Côté vendeur, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut faire le tri dans sa garde-robe, recréer des fiches produits, fixer le bon prix, négocier avec des acheteurs qui ont tous des demandes un peu loufoques, une photo portée, machin, voilà. En plus, quelques abus par-ci par-là que certains et certaines ont connus. Et après, il faut faire des colis, il faut tous les emmener un par un au Mondial Relais. Et il y a des gens, ça leur donne des boutons. Et je peux comprendre. Et côté acheteur, on se retrouve avec une offre parfois assez incohérente. Il y en a vraiment à profusion dans tous les sens. On a du mal à s'y retrouver. On n'a aucune garantie sur la qualité de ce qu'on achète. Le colis nous arrive parfois au bout de quelques jours, parfois au bout de plusieurs semaines. Et ça, c'est quand il nous arrive. Et on peut avoir des mauvaises surprises en ouvrant le colis sans avoir la possibilité de renvoyer la pièce. Nous, on s'est dit, en fait, ça marche pour un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, Vinted a réussi à conquérir le marché français. Et donc, c'est super. Ça a permis de démocratiser la seconde main. Mais il y a aussi plein de personnes avec qui ça marche pas très bien. Et nous, du coup, on voudrait proposer une alternative qui permet de réconcilier tous ces déçus avec la seconde main. Donc concrètement, vendre sans effort, ça c'est ce qu'on propose. Vous avez des vêtements à vendre, vous les mettez dans un carton, vous nous les envoyez et nous on s'occupe de tout le reste. Contrôle qualité par notre équipe avec des stylistes qui s'occupent de cette partie-là. D'accord. On va prendre des photos pro, on va créer la fiche produit, mettre en ligne, vendre, stocker et envoyer. Et en tant que vendeur ou vendeuse, on n'a rien à faire. On est payé quand c'est vendu et donc on fonctionne sur un modèle comme le dépôt-vente de nos grands-mères. Parce que nous, on fait ça en mode digital. Et vous prenez une petite commission sur chaque vente, c'est ça? On prend une commission, contrairement à Vinted qui du coup a explosé avec un modèle assez particulier qui prend 0% de commission sur le vendeur et une petite commission sur l'acheteur. Nous, on prend une commission sur le vendeur. Mais en même temps, ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de travail engagé par des équipes qui sont toutes en France. Et en fait, ça se justifie aussi parce que c'est des gens, on s'adresse à des vendeurs et des vendeuses qui ne vendaient pas leurs vêtements de toute façon. Ouais. Ils dormaient dans un coin du placard, donc autant que ça serve, qu'ils soient remis en circulation. Quitte à laisser une partie de la valeur en cours de route à un acteur qui fait tout à leur place. Ça, c'est nous. Milly, vous utilisez des plateformes de vente de seconde main? Justement, non, parce que j'ai pas confiance. Et là, du coup, je suis rassurée de me dire que si j'utilise votre plateforme, j'aurai rien à faire et tout sera nickel. C'est vrai. Ouais, là, du coup, effectivement, on a parlé de la partie vendeur, où on va vraiment les décharger de toute la complexité du processus. Mais ça nous permet aussi d'amener une certaine garantie, une certaine qualité à l'acheteur. En fait, du coup, concrètement, sur hommage.fr, notre site, le vendeur et l'acheteur ne se parlent pas. L'acheteur, c'est comme s'il achetait les vêtements à hommage. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... Enfin voilà, tout est géré par nous. Donc nous, on va certifier que les pièces sont impeccables. Parfois, il va y avoir des petits défauts. Nous, on les signale tous, photos, etc. Aucune mauvaise surprise, impossible. Les prix sont fixés par nous, les photos aussi. Donc, les photos sont pro, les prix hyper objectifs, fixés par des algorithmes. Il y a un service client qui répond, la logistique, elle est professionnelle. Et si la pièce ne vous va pas, vous pouvez faire un retour. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Et l'idée, c'est de dérisquer cet achat, de le rendre désirable. Parce qu'il y a quand même une composante, c'est le prix, qui est de fait beaucoup plus abordable qu'en neuf. Ça va jusqu'à moins 80% par rapport au neuf. Et du coup, votre public cible aujourd'hui, Notre public cible, c'est très large. Ouais. Il est majoritairement féminin, et ça, on fait l'homme et la femme. C'est un peu c'est un de nos combats d'essayer de démocratiser la seconde main pour les hommes. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les dynamiques sont assez différentes et les volumes aussi. Donc, c'est quand même essentiellement féminin. Et on a un public de tous les âges. On a des plus jeunes qui vont être déjà assez adeptes de la seconde main, qui ont essayé Vinted, qui ont eu certaines déconvenues ou ont envie d'essayer quelque chose d'un peu plus sécurisant et qui viennent acheter chez nous. Et on va avoir des personnes un peu plus âgées, donc typiquement une femme, 40 ans, qui regarde la seconde main d'un bon œil pour le côté impact environnemental, mais en revanche qui ne se sent pas nécessairement prête à se lancer sur une application comme Vinted. Et là, on a une expérience chez nous qui se rapproche beaucoup plus de celle du neuf, et donc qui est très rassurante. Vous sentez aujourd'hui que la nouvelle génération, elle est sensible, particulièrement sensible à ce sujet de la seconde main, du vintage, quelque part? Alors, c'est sûr qu'elle est hyper sensible. Ouais. Pourquoi? C'est un peu plus nuancé que ça. Enfin, en fait, on parle beaucoup d'une génération très contrastée et on va dire cette génération
elle est fan de seconde main, elle va interpeller le président, des députés, etc. sur des questions environnementales, elle va être militante sur plein d'aspects, et en même temps, elle est sur TikTok, elle achète du Shein, et ça va être, et on va avoir des jeunes filles de 16 ans qui se filment avec leur dernier haul, et voilà. Mais en fait, c'est pas les mêmes personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de contrastes et de nuances à venir amener là-dedans. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement une frange de la population et dans les jeunes qui sont très militants et qui tirent vraiment ce marché de la seconde main. Déjà parce que y a une quête d'originalité, on veut affirmer sa personnalité. Les vêtements, c'est une composante assez importante là-dedans. Et donc on a aussi du temps et pas beaucoup d'argent. Donc en fait, tout ça s'y prête bien. On va venir fouiller, on va venir se créer son propre style avec des pièces uniques. Et en plus, on va les payer 2 à 4 fois moins cher. Donc en fait, tout ça, ça coche les cases de la seconde main. Et donc on a une génération qui s'y retrouve bien. Et ce que je trouve aussi super positif, c'est qu'on voit, nous, des femmes plus âgées, venir chez nous en disant « c'est mes enfants ». Qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait réfléchir sur ma pratique, donc ma consommation de vêtements et aussi la quantité de vêtements dans mon placard que je ne porte pas. Et donc on se retrouve à mettre un pied dedans, soit par la vente, soit par l'achat. Et du coup, ça permet de sensibiliser par les plus jeunes, les générations plus âgées. Mais oui, parce que selon l'Institut français de la mode en 2019, il y avait quand même 40% des Français qui ont acheté un article de seconde main, alors que ce chiffre était de 30% en 2018, donc en constante augmentation. Selon vous, c'est la faute à l'inflation, à la précarité étudiante chez les jeunes, dont on parle beaucoup dernièrement et qui semble aussi prendre un peu d'ampleur ? Ça, c'est compliqué de savoir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Quand je dis un peu des deux, ça veut dire un peu du contexte économique actuel. Donc ça, c'est pas très réjouissant. Inflation, précarité, etc. Enfin, on pourrait parler de sobriété, mais en fait, la vérité, c'est que c'est plus subi qu'autre chose. Donc ça serait plutôt du l'ordre de la pauvreté que de la sobriété. C'est positif que en fait, la conséquence de ça, ce soit des gens qui se tournent vers des modes de consommation plus respectueux de l'homme et de l'environnement, mais les raisons qui les ont amenés à faire ça sont détestables selon moi. Et après, il y a une autre part qui est quand même l'éveil des consciences sur les sujets environnementaux. Et ça, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, notamment quand on est dans un écosystème de start-up impact, comme on nous qualifie chez Hommage. On échange beaucoup avec des entrepreneurs qui essayent de résoudre tel ou tel défi environnemental et climatique. Et on voit quand même que les échos de ces projets-là, dans les médias, auprès de la société au sens large, et en particulier auprès des générations jeunes et des jeunes engagés, ils se font de plus en plus forts. Enfin, c'est un truc qui marche de plus en plus. Je crois que j'ai vu des statistiques là cette semaine sur le nombre de jeunes qui veulent avoir un job à impact. C'est des chiffres hallucinants, type 75-80%. Enfin voilà, plein de jeunes des générations précédentes. Très différentes des générations précédentes. Plein de jeunes qui choisissent leur entreprise d'abord sur des critères d'impact environnemental et social avant de choisir sur la rémunération. Donc tout ça, je pense que c'est aussi une lame de fond assez puissante. Qui contribue à dynamiser le secteur. Merci beaucoup, Paul. On continue à parler de ce sujet des habitudes de consommation des jeunes dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Go, you fucking narc. Go. Go tell the police things. What a nuisance.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Paul Charon, le fondateur d'Hommage. Mais juste avant de reprendre notre discussion, on va laisser place à la chronique de Milly Adey qui a une idée derrière la tech. Milly, au programme avec vous aujourd'hui, la pédagogie active, lutter contre le décrochage scolaire. Dites-nous tout. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et aujourd'hui je vous propose de mettre en lumière une approche pédagogique dynamique qui est la pédagogie active. On va voir ensemble comment ça peut aider à lutter contre le décrochage scolaire. Alors on va commencer avec vous par explorer justement les causes de ce décrochage scolaire. En quoi la pédagogie active peut-elle s'attaquer à ces problèmes sous-jacents? Je vais y arriver. Le décrochage scolaire vient souvent d'un manque d'engagement, de sens perçu dans les matières qu'on nous enseigne ou de difficultés d'apprentissage non résolues. La pédagogie active crée des environnements où ces problèmes peuvent être abordés de manière proactive. Lorsqu'on applique une pédagogie active, plutôt que de perdre les élèves face à un cours magistral impersonnel, on peut leur proposer des projets concrets, des activités interactives qui les reconnectent à l'apprentissage. Alors justement, comment cette pédagogie active peut-elle engager émotionnellement les élèves, tout ce qui est essentiel justement pour lutter contre le décrochage? La pédagogie active, elle encourage des approches d'apprentissage qui suscitent l'enthousiasme, la créativité et la curiosité. En impliquant les émotions des élèves, elle ravive leur intérêt pour l'éducation. Et c'est là où prendre en compte les centres d'intérêt des jeunes et des enfants est primordial. Les projets qui permettent aux élèves de choisir leur sujet qui les passionne peuvent transformer l'éducation en une expérience personnelle et significative. Est-ce que, Milly, c'est une pédagogie qui peut s'adapter à tous les élèves, chacun d'entre eux, pour réussir justement à retenir l'attention de chacun d'entre eux? Exactement. Ce qui est intéressant avec cette pédagogie, c'est qu'il existe des activités variées qui prennent en compte les différents styles d'apprentissage. On peut apprendre une même notion de différentes manières, que ce soit avec des projets collaboratifs, des discussions de groupe, des mises en situation ou même des jeux de rôle. Ça assure une approche inclusive. Comment la pédagogie active contribue-t-elle justement au développement des compétences essentielles pour le XXIe siècle, Milly? En mettant l'accent sur la résolution du problème, la créativité, la collaboration, la pédagogie active prépare les élèves à affronter les défis du monde réel. Et c'est ce qu'ils veulent. Ces compétences qu'on appelle souvent compétences du XXIe siècle sont des outils précieux pour leur futur avenir professionnel et personnel. Plutôt que de simplement mémoriser des faits, les élèves sont impliqués dans des projets qui nécessitent la recherche, la collaboration et la présentation de solutions qui viennent d'eux. La participation active et les réussites fréquentes dans ces projets vont renforcer leur confiance en eux. Ils voient concrètement les résultats de leurs efforts, ce qui stimule également leur estime de soi. C'est sûr. L'enjeu de la lutte contre le décrochage scolaire, c'est aussi de permettre aux élèves d'aller au bout de leurs études. C'est important. Comment la pédagogie active, Milly, prépare-t-elle les élèves à un apprentissage continu, justement? Il s'agit de cultiver leur curiosité, leur indépendance et la capacité d'apprendre par soi-même. La pédagogie active prépare les élèves à être des apprenants tout au long de la vie, ce qui éloigne le risque de décrochage scolaire. Les projets qui encouragent donc l'exploration personnelle établissent des bases solides pour une mentalité d'apprentissage continu. On n'est plus dans des situations où les élèves avalaient simplement l'information qui leur est transmise, c'est à eux d'aller expérimenter, une compétence qui leur sera utile tout au long de la vie. Et le rôle de l'enseignant dans cette pédagogie active, est-ce qu'il évolue? L'enseignant devient donc un facilitateur du processus d'apprentissage. C'est un peu comme un coach. Au lieu de dispenser un savoir, l'enseignant guide, soutient et inspire les élèves dans l'exploration du savoir. Et si vous voulez voir concrètement ce que ça donne, il y a un documentaire appelé L'école du changement, réalisé par Sergi Karoubi et Anne Schiefman en Belgique, dans le quartier populaire de Molenbeek. Les réalisateurs suivent pendant une année scolaire 2 professeurs qui ont réalisé leur rêve d'ouvrir une école basée sur la pédagogie active. Et dans ces écoles, on le voit, les élèves sont acteurs de leur scolarité. Ils découvrent l'autonomie, la citoyenneté, la bienveillance et la mixité sociale qui redonnent un sens à l'enseignement. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que ça montre que les pédagogies actives peuvent être utilisées dans tout type de milieu social sans limitation de moyens. Je vous laisse le mot de la fin, Milly. Quelle est votre conclusion? Le décrochage scolaire, c'est bien évidemment un défi complexe, mais la pédagogie active offre des outils puissants pour établir l'engagement des élèves et les reconnecter à leur parcours éducatif. Alors, utilisons cette pédagogie. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk.
Le vintage, la seconde main, un temps que les moins de 20 ans veulent connaître pour le coup. Oui, et on est là toujours en plateau pour en parler avec notre invité Paul Charon, fondateur d'Hommage. Je voulais rappeler que sur Hommage, ce que j'ai vu quand je suis allée voir votre site internet en préparant l'émission, c'est qu'on ne peut pas vendre tout type de marque. Il y en a certaines qui sont interdites, c'est ça ? Ouais, on ne peut pas vendre tout type de vêtements et effectivement de marques. Donc en fait, on a 3 types de critères d'acceptation. Il y a certaines catégories de vêtements qu'on ne va pas accepter, donc typiquement des sous-vêtements, et on ne fait pas encore de chaussures ni d'accessoires. Peut-être un jour, mais aujourd'hui on se concentre sur le prêt-à-porter. Ensuite, on veut des vêtements qui sont en bon état, donc qui sont propres déjà et qui peuvent être portés immédiatement, donc pas de trous, de déchirures, de bouloches. Et ça paraît normal, c'est pas des vêtements qu'on a envie d'acheter. Et après, effectivement, il y a un 3e critère qui sont les marques. Donc on a une liste, je crois, autour de 90 marques qu'on n'accepte pas. Et en fait, ça correspond à une réalité opérationnelle très concrète, c'est-à-dire que nous, on a des gens qui travaillent en France dans un studio photo et dans un entrepôt, qui vont du coup pour chaque pièce faire un contrôle qualité, prendre des photos, recréer une fiche produit de zéro, et ça coûte de l'argent. Donc si c'est pour vendre, par exemple, je prends un exemple d'un jean acheté 10 € en fast fashion, en ultra fast fashion, qui en seconde main se revendrait peut-être 2 ou 3 €, on ne peut pas gagner notre vie. Même si on prenait 100% de commission, en fait, on n'arriverait même pas à rentabiliser nos frais. D'accord. Donc, alors, il se trouve qu'en plus, c'est pas la mode qu'on a envie d'encourager, d'un point de vue social, éthique, environnemental. Mais il y a aussi des marques qu'on accepte qui vendent des vêtements très chers et qui n'ont pas des pratiques qui sont bien meilleures. Donc là, c'est vraiment purement une logique de prix, de coût et de réalité économique et opérationnelle qui font que il y a une liste de marques que l'on refuse et que du coup on ne peut pas accepter chez nous. Alors je voudrais qu'on continue justement à parler de l'éthique dans la mode, puisque vous savez, chaque année il y a le Black Friday. Il suscite la controverse pour les marques éco-responsables, évidemment comme la vôtre. Connu comme un symbole aussi de consommation effrénée, cet événement commercial pose aussi un défi aux particuliers et aux marques qui prônent la durabilité. Comment vous y répondez aujourd'hui avec Hommage ? Alors ça, c'est une super question parce que donc là, on a vécu, je crois, depuis le début notre 3e Black Friday et on a à chaque fois eu des approches différentes, avec du coup des opérations d'un point de vue communication différentes. Vous essayez de trouver votre marque encore aujourd'hui ? Ouais, je pense que et ça se fait beaucoup en discussion et en collaboration avec nos clients et clientes. La première année, on avait refusé en bloc, le site était fermé et on avait un manifeste qui luttait qui expliquait pourquoi on luttait contre les pratiques du Black Friday, c'est-à-dire surconsommation, incitation à consommer plus, promotion complètement démesurée. L'année suivante, on avait proposé une façon plus consciente de consommer le Black Friday où on permettait aux gens d'ajouter des vêtements dans leur wishlist, mais ils ne pouvaient pas payer sur le site. Ils devaient attendre le lendemain. Comme ça leur donnait une nuit de plus pour réfléchir à est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ce vêtement. Et c'était assez intéressant, ça avait été accueilli positivement aussi. Et là, cette année, donc il y a 2 mois, on a fait quelque chose d'encore différent. En échangeant beaucoup avec des marques de mode en neuf cette fois, mais des marques responsables, on s'est rendu compte que c'est un énorme dilemme pour eux cette période-là, parce que d'un côté, si on n'en profite pas, si les gens n'achètent pas des vêtements chez nous et qu'ils les achètent chez les autres, ils vont pas faire 2 fois les cadeaux de Noël, ils vont pas acheter 2 fois la veste. Donc c'est un moment, surtout pour une petite marque en concurrence avec des géants type Shein ou Zara ou autre, c'est un moment avant Noël où il faut y aller, quoi. Donc si on n'y participe pas, on va passer à côté de vente. Et en même temps, on est toujours contre le principe. Ouais. Et on a aussi sondé nos clientes en leur disant, est-ce que vous aimeriez, quelle image vous auriez de nous si on participait ? Est-ce qu'elle serait dégradée ou non ? Et est-ce que vous vous attendez aussi à ce qu'on fasse des promos ? Et en fait, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait un gros dilemme. C'est-à-dire que la plupart de nos clients disaient, ça me gênerait un peu que vous participiez. Mais en même temps, une grande majorité disait, j'aimerais bien un petit coup de pouce avec des promos pendant cette période-là. Et donc nous, on a lancé une opération qu'on a appelée le Dilemme Friday, où en fait, on laissait la possibilité à nos clients et nos clientes de choisir d'appliquer ou non une réduction en fonction de leurs convictions, leur porte-monnaie. Et donc, on leur disait, soit vous nous soutenez,
Là, on avait fait un code exprès qui donnait 0% de réduction. Donc là, c'était un geste assez fort pour dire la seconde main, c'est déjà pas cher. Moi, j'ai les moyens, donc je vous soutiens. J'applique pas de réduction. Ou alors, si on est plutôt de l'autre côté de la barrière, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et on laisse la possibilité aux gens d'appliquer une réduction. Alors, on n'a pas les marges de marque en neuf, donc c'était une réduction de 20%. Et ça permettait quand même au budget un peu plus restreint de s'offrir des belles marques. Et on préfère qu'elles achètent chez nous qu'ailleurs où c'est moins bien fait. Alors, vous le savez, Paul, les marques connues pour leur surproduction n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Elles emploient, elles parlent des stratégies qu'elles mettent en place et qui sont de plus en plus éco-responsables. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Est-ce que, selon vous, c'est plus une histoire de communication qu'autre chose, ou est-ce que vraiment il se passe quelque chose de positif dans le secteur ? Là, j'aurais envie de dire oui aux deux questions. C'est-à-dire il se passe quelque chose de positif dans le sens où aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer sur ces sujets-là quand on est une marque. Et je pense que c'est la première étape qui aujourd'hui est teintée de greenwashing dans tous les sens, parce qu'il n'y a rien de codifié, de légiféré, il n'y a pas énormément. C'est ce qui manque aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est ce qui manque. Il manque un certain nombre de choses déjà pour apporter de la transparence sur toute la chaîne de valeur. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui se montent, de labels qui se créent, qui se structurent pour pouvoir dire si je vois ce label sur un vêtement, je vais avoir l'assurance qu'il a été bien fait d'un point de vue social et environnemental depuis la plante qui a donné lieu à la matière première jusqu'à l'usine de fabrication, le transport, etc. Donc ça, c'est en train de se structurer. C'est assez naissant. Je pense qu'il y a un enjeu aussi au niveau de l'Europe et de la France pour venir pénaliser les acteurs qui font n'importe quoi à l'autre bout du monde parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes normes, qu'elles soient sociales ou environnementales. Et à contrario, donner des bonus aux marques qui, en France, contribuent à la réindustrialisation d'un secteur qui a été sinistré depuis les années 70, qui font des vrais efforts en rognant sur leur marge pour proposer des matières qui sont meilleures pour la santé, meilleures pour les travailleurs et meilleures pour l'environnement. Tout ça, ça a un prix. Il ne faut pas que ça pèse trop lourd sur le consommateur final, parce que si on vend des jeans à 180 €, il n'y a plus grand monde qui peut les acheter. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un rôle de la puissance publique pour équilibrer les finances de cette industrie. Il y a des gens qui produisent n'importe comment à l'autre bout du monde et qui peuvent vendre pas cher. Il y a d'autres gens qui essaient de faire les choses bien et qui n'ont pas d'autre choix que de vendre cher. On peut taxer les uns et détaxer les autres, et l'équilibre est un peu plus fair. Pourtant, on a eu l'impression qu'avec la crise du coronavirus, la crise sanitaire, il y a eu quand même une prise de conscience sur le sujet de la seconde main, du vintage aussi. Elle a accéléré un désir de changement dans les modes de consommation des jeunes, notamment impactant de fait l'industrie de la mode. D'un autre côté, là-haut, ils n'ont pas tout à fait entendu le message. C'est ça ce que vous nous dites ? La mode aujourd'hui, ça fait... Je crois que les derniers chiffres de l'IFM donnent moins 4% sur 2023 par rapport à 2022. On est sur un marché qui globalement ne croît plus trop depuis le Covid, et surtout depuis l'après-Covid. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un boom du e-commerce en 2020. 2021, c'est un peu été la douche froide. Tout le monde avait rempli les stocks en se disant génial, l'e-commerce a explosé enfin. Voilà, et en fait, un peu la douche froide. Et là, avec la situation économique actuelle, il y a beaucoup de marques qui souffrent. Les deux sous-secteurs de la mode qui performent super bien, c'est l'ultra fast fashion, donc Shein en tête de gondole, et la seconde main. Et donc on illustre là aussi ce truc qu'on retrouve chez la jeunesse où c'est à la fois les premiers clients sur TikTok de marques comme Shein et les premiers à se battre pour qu'il y ait plus de seconde main un peu partout. Donc c'est les deux sous-segments qui vont bien et que tout oppose à part le prix. C'est-à-dire que c'est deux sous-segments qui sont accessibles. Donc ça correspond aux enjeux du consommateur actuel, qui a pas beaucoup d'argent. Mais après, tout le reste les oppose. Donc le bilan environnemental, le bilan social, etc. Donc je pense que ce qu'on a vu récemment, c'est deux choses hyper différentes, hyper opposées, émerger. L'une surfant sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, mais aussi sur des trucs beaucoup plus positifs. C'est là où c'est un peu ambigu avec des Shein et compagnie, sur l'inclusivité,
C'était les Donc il premières commence à y avoir une prise de conscience sur le secteur. Ben oui, il commence à y avoir une prise de conscience, mais avec différentes manières de le traiter, certaines qui ont des conséquences plus ou moins graves sur le social et l'environnemental. Effectivement. Et je vous propose de revenir nous en parler dans quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. L'époque de nos grands-parents, vous l'aurez compris, et même de nos parents, n'a jamais été aussi tendance. Merci à vous, Paul Charon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Hommage, hommage.fr, votre site internet de seconde main. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Milia Day, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV, évidemment. Bonne journée.